Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine du dimanche CB1 Télévision. Tout de suite, les grandes lignes. Tir verbal entre le pouvoir en place et l'Église catholique. La légitimité du clergé en matière politique est remise en cause par le pouvoir en place qui juge de dérivée de dangereuse l'implication du prélat catholique. C'est le chef de l'État congolais qui l'a fait savoir récemment lors d'une allocution en visite à Mbuji-Mayi. Quelques jours avant, la Synco, elle avait critiqué la répression des manifestations de l'opposition et l'instrumentalisation de la justice, dit-elle, mais aussi dénoncé le déroulement actuel du processus électoral. En 63 ans d'indépendance, est-on passé à la consolidation de cette liberté ou plutôt à sa détérioration? La gestion du pays est depuis lors remise entre les mains des Congolais qui se succèdent à la tête de la nation. Quel acquis 63 ans après, de la politique à l'économie en passant par le social et l'éducation, la RDC vit-elle une indépendance dans un contexte démocratique? Le chef de l'État a rappelé et a invité les uns et les autres à se considérer comme acteurs du changement, surtout en cette période électorale. Et puis les finalistes des 6e année des Humanités ont passé la dernière épreuve de l'examen d'État édition 2022-2023. L'heure est à l'attente de la publication des résultats. Une question se pose, qu'en est-il une fois le diplôme en poche? Quelle vision, quel avenir? L'université est-elle un passage obligé pour tous les diplômés? Qu'en est-il des écoles de métier? Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir rejoints et pour en parler ici avec moi sur ce plateau, John Kolela, politique et acteur cadre au sein de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Steve, c'est pour moi aussi une occasion de vous présenter mes sincères remerciements avec une gratitude sans réserve, vous et toute l'équipe qui vous accompagne ainsi que le responsable de la chaîne parce que vous nous accordez au moins l'opportunité d'éclairer la lanterne de l'opinion sur des sujets d'actualité. Merci beaucoup. Prenons le premier dossier. Je vous le disais tantôt, Félix Tshisekedi n'aura pas choisi autre auditoire et autre moment que devant des fidèles catholiques réunis à Mbuji-Mayi dans un culte lors de la célébration du jubilé d'argent de l'évêque de Mbuji-Mayi, dans un culte pour célébrer donc ce jubilé d'argent de l'évêque de Mbuji-Mayi. Je le disais, le chef de l'État n'est pas allé par le dos de la cuillère avec des mots pour fustiger les actions et les propos tenus par les évêques catholiques sur sa gouvernance. Il faudra le dire, un discours qui fait suite au réquisitoire très sévère des évêques congolais contre sa gouvernance. C'est le premier dossier. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Ces mots sont la goutte qui a fait déborder le vase. L'huile sur le feu qui enflamme le débat au sein de la société. Les réactions ont fusé de partout et c'est une aubaine pour les opposants. Ils condamnent tous ces propos du chef de l'État, soutenant qu'ils ébranlent les fondements de la cohésion nationale et de la concorde intérieure. À 6 mois des élections en général, les vifs échanges d'arguments, polémiques, débats houleux entre le pouvoir, l'opposition, la CENI et l'Église catholique se sont multipliés. La Synco nous a envoyé une série de questions après avoir été à nos journées portes ouvertes. Nous y avons répondu, mais quand ils ont sorti leur rapport, ils n'ont pas tenu compte de ces réponses. Mais quand ils nous posent des questions et nous y répondons par écrit, 2-3 jours après, ils sortent leur rapport et le rapport ne fait pas mention de ces réponses-là. Je me pose des questions. Si pour le régime et la CENI, les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel, pour l'opposition et l'Église catholique, cette insistance frise un forcing qui cacherait un non-dit. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. Félix Tshisekedi peut alors compter sur le parti présidentiel dont le secrétaire général Augustin Kabouya n'a pas gardé sa langue. Il a tiré à bout portant sur ceux qui pour lui sont les ennemis du peuple. La Bible, les dieux mal acquis ne profitent jamais. Mais moi, je me pose la question, comment est-ce que Banganga Nzambe na biso batu ya lokumu, batu ya bwanya, batu ya mayele, bakoki lelo komikitisa na ndenge oyo baza komikitisa. La conférence des évêques catholiques, traditionnellement critique à l'égard du pouvoir,
avait également jugé le processus électoral mal engagé. De même, elle avait déploré le recul des libertés publiques, la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa. L'interpellation du chef de l'État aux évêques catholiques a remis sur la table la question du rôle de l'Église dans la gestion de la Res Publica. Des voix se sont levées pour stopper cet élan. L'AUN constate avec déception la volonté des évêques à imposer leur candidature à toute la République. Par ricochet, ils font fi à la force de l'électorat du peuple congolais. L'AUN rappelle que le principe de la laïcité du pays en RDC est constitutionnel. Si l'implication religieuse peut s'expliquer par l'ancrage sociologique dans la gestion des crises d'édification d'un État, en RDC, elle ne peut s'affranchir du juridique. L'enracinement sociologique de l'implication religieuse découle du colonialisme, de l'influence de la conception chrétienne du pouvoir, de la liberté et du concours de certains documents officiels et traditions congolaises. Dans la conception chrétienne, le pouvoir et la liberté viennent de Dieu et sont donc sacrés. Cette sacralisation est le fondement sur lequel s'est appuyée l'Église catholique pour se solidariser dans la lutte pour la liberté et la libération du Congo, en influençant par la fréquentation des écoles catholiques les pères de l'indépendance comme Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba. Monte une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. En plus de l'empreinte de la conception chrétienne relevée, certains documents officiels et traditions congolaises ne sont pas à négliger dans l'ancrage sociologique de l'implication religieuse dans la gestion des crises au Congo. Au début des années 90, le régime de Mobutu n'inspirait plus confiance à la population et l'opposition. L'implication religieuse était l'unique gage pour donner la crédibilité et légitimer les institutions publiques. Pour ce faire, le régime de Mobutu et l'opposition d'Étienne Tshisekedi consentent à organiser une conférence nationale souveraine, avec comme médiateur pour le compte de la société civile, Laurent Monsengo, président du bureau de celle-ci, secondé par Joseph Iléo, leader d'un parti chrétien. Ces pourparlers institutionnalisés visent à démocratiser le pays et lui donner une nouvelle constitution. Le 19 janvier 1992, la conférence nationale souveraine a connu une suspension par l'inflexible Premier ministre Nguze Akarli Bonds, pour d'officielles raisons d'incompétence, de sûreté et d'économie nationale, en provoquant des manifestations des mouvements chrétiens de la société civile. Non mais pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Mobutu dirigera le pays tranquillement jusqu'à être subitement évincé et forcé à l'exil au Maroc, le 17 mai 1997, avec l'entrée dans la capitale de l'Afdel. Écartés de la gestion publique par la suspension des activités politiques, les confessions religieuses vont contribuer à l'unité et l'aboutissement du dialogue intercongolais à Lusaka. Après plusieurs tumultes dans ce processus électoral, les élections vont finalement avoir lieu, sans représentation de Joseph Kabila, remplacé par le candidat choisi par lui-même au compte de la majorité présidentielle, en la personne d'Emmanuel Shadari, qui sera battu. Contestant ces résultats et s'estimant vainqueur, Fayulu va évoquer un hold-up électoral en appelant au respect de la vérité des urnes et sera appuyé dans ce sens dans les premières heures de l'annonce des résultats par la SENCO. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Quant à l'Église, depuis lors, elle s'est trouvée une position, en se plaçant du côté des faibles et du peuple congolais, comme elle aime le dire. De Joseph Kasavubu à Félix Tshisekedi,
En passant par Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, tous les présidents congolais ont fait face à l'Église catholique, qui à chaque fois dénonce plusieurs maux qui rongent la société. 63 ans après l'indépendance, le pouvoir et l'Église se sont toujours montrés à couteau tiré, autant qu'ils affichent une collaboration. John Kolela, est-ce que les propos de Félix Tshisekedi devant les évêques, devant le prélat catholique et devant les fidèles catholiques n'étaient pas assez forts? Merci beaucoup Steve pour cette opportunité. Le message du président devant le fidèle catholique à Mbuji-Mayi, c'est un message potable et un message compréhensif. À ce jour, si le président a parlé des dérives dangereuses par rapport à l'Église catholique, le président n'a pas indexé l'Église dans son entièreté. L'Église catholique est une institution, c'est une personne morale. Le président a parlé de quelques personnes. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Quelques personnes, membres de l'Église catholique, c'est vrai, ce sont des prélats, qui ont emprunté la voie de cette dérive dangereuse-là au risque de mettre à mal la sécurité du pays. Mais qui parlent au nom de l'Église, qui ne parlent pas leur titre propre, qui parlent au nom de l'Église. J'arriverai. Il y a deux postures. La première, il parle au nom de l'Église, car c'est la Senko qui parle. La deuxième, il y a de ces prélats-là, de manière individuelle, qui parlent devant les journalistes, par exemple le journal Afrique. Par exemple, quand ils passent à la presse, comme ici chez vous, ils peuvent aussi parler. Là, ils ne viennent pas au nom de l'Église. Là, c'est la personne qui vient avec son opinion. Mais est-ce qu'il faudrait les dissocier? Ce sont des prêtres. Évidemment, ils ont mandat, ils ne sont pas sanctionnés par leur Église. Ce sont des prêtres, mais leur dire les engage aussi qu'est individu. Lorsque M. l'abbé Kanda, par exemple, fait une émission avec toi, il parle de son opinion sur la loi Tchani. Ce n'est pas l'Église qui l'envoie. Donc, il faut dissocier les deux et savoir prendre position comme il le faut. L'Église ne vit pas au ciel. L'Église vit sur la terre, elle vit au monde. Du fait qu'elle vit au monde, l'Église n'est pas une affaire privée. C'est une affaire de groupe. Du fait que c'est une affaire de groupe qui vit sur la terre, dans un pays donné, l'État a le droit d'intervenir pour que l'Église, à travers ses pratiques, ne puisse pas être la cause de la dérive ou bien remettre en cause l'ordre républicain ou la paix. Si il y a des dérives pareilles, l'autorité est dans le droit d'agir et de rappeler à l'ordre comme le président venait de le faire. Donc, je prendrai quelques cas où c'est l'Église qui parle et l'Église tombe dans la dérive. Je prends le premier cas. Nous sommes en train de vouloir mettre en place la CENI. L'Église, au nom de la Senko, s'est prononcée sur la candidature de Kadima. On a accusé Kadima, M. l'abbé Chol avait dit qu'il y avait des audios, il donnerait des preuves pour que tout le monde le sache. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'en a pas donné. Devrons-nous dire que cette pratique-là, cette manière de faire les choses-là est correcte? Parce qu'il accusait Kadima de connivence avec le pouvoir. Il ne suffit pas d'être Église pour commencer à accuser les autres de manière gratuite à travers les mensonges. On a dit que Kadima était membre de l'UDPS. Non, il n'est pas le seul Kadima à travers la République. Nous avons beaucoup de Kadima à travers le pays. Le Kadima qui fut membre de l'UDPS, président de l'UDPS Afrique du Sud, c'est une vieille personne, il est déjà même morte. Mais le fait de porter le nom de Kadima ne signifie pas que tous les Kadima deviennent membres de l'UDPS. Ce n'est pas plus longtemps, le cardinal avait parlé qu'il ne fallait pas qu'un Kassaïen puisse être président de la CENI. Vous le saviez très bien. Pareil discours. Est-ce que nous devons tolérer parce que c'est l'Église? Je suis en train d'énumérer les cas où c'est l'Église qui parle. Et l'Église tombe dans la dérive. Parce que les personnes qui parlent sont des êtres humains. Ce ne sont pas des dieux. J'ai pris les cas de la mise en place de la CENI, le discours de l'Église accusant que l'UDPS ou bien le pouvoir était en accointance avec un candidat et qu'ils avaient de preuves pour prouver aux yeux du monde, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. C'est un mensonge. Nous devrons dénoncer cela. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a une marche, la dernière marche de l'opposition. Le même jour, l'UDPS, la jeunesse, avait une marche ailleurs, très loin de là où étaient les opposants. La Senko a fait une déclaration dans laquelle j'ai comptabilisé 2 mensonges que nous devons aussi dénoncer. Lesquels? Le premier mensonge dans ces messages-là, c'est que la Senko est partie des images de 2021 ou 2022, lorsqu'il y avait des bruits selon lesquels l'armée rwandaise était en train d'infiltrer Kinshasa. Il y a un groupe de jeunes de l'UDPS, les Forces du Progrès, qui avaient pris les machettes en main, chose que nous condamnons, et qui étaient en train de vérifier dans les véhicules pour voir s'ils devraient trouver les Rwandais là-bas, chose que nous avions condamnée en son temps. Le ministre de l'Intérieur avait fait un communiqué interdisant même aux partis politiques de porter les uniformes qui semblent proches de l'uniforme de l'armée. De l'armée, oui. Et le secrétaire général Kabouya avait fait un communiqué dénonçant cette pratique-là que ce groupe de jeunes-là avait appliquée. Mais dans le communiqué de la Senko, ils ont pris ces images-là, ils ont présenté comme quoi un groupe de l'UDPS, des Forces du Progrès, avait des machettes pour s'attaquer à la marche de l'opposition. Malgré
L'erreur est humaine, n'est-ce pas? L'erreur est humaine, oui. Ils peuvent se tromper, c'est ça les êtres humains, comme je venais de vous le dire. Mais ces groupes-là ont fait une déclaration pour dénoncer ces mensonges-là. Plusieurs voix au sein du parti, à travers la République, se sont levées pour dire que non, la SENCO s'est trompée. Avez-vous vu la SENCO passer devant la presse pour corriger son communiqué ou bien s'en excuser? En d'autres termes, c'est quoi? Elle est en train d'accuser faussement un parti politique pour que les autres prennent l'ascenseur sur l'autre. Parce qu'en accusant, c'est-à-dire que vous êtes en train de vilipender ce parti-là avec le mensonge. Dire ce que la SENCO devrait dire avec la vérité, oui, nous sommes d'accord. Mais soutenir les mensonges pour faire haïr un parti politique, ça, M. Cholet et les autres, nous ne vous considérons jamais. Vous pensez vraiment qu'ils s'inscrivent dans cet ordre de brandir des mensonges? Je viens de vous démontrer. Pour haïr un clergé? Je viens de vous démontrer avec les évidences. Je parlais des Kadima pour la CENI, je parlais de la force du progrès. Je ne dis pas que tout ce que la SENCO dit est faux. C'est dans leur droit de jouer le rôle de lampe témoin pour rappeler au pouvoir de bien agir pour le bien de la population. Mais parmi eux, il y en a qui entrent dans les mensonges pour discréditer un parti politique au pouvoir. Les deux mensonges que je venais d'énumérer, je pouvais vous donner un troisième mensonge. S'il vous plaît, on va avancer. Décrire par exemple le processus électoral en cours que la SENCO dénonce de mal engagé. Est-ce que c'est à prendre comme des menaces? Non, je dis bien qu'il faut dissocier les choses. Dans ce que la SENCO dit, je ne dis pas que tout est faux. Mais ce que je viens de relever là, c'est avec les évidences qu'il y a certains cas où on tombe dans cette dérive-là. Prenons le cas justement de cette dénonciation du processus électoral. Est-ce que c'est une menace? Celui-là, ce n'est pas une menace. Mais encore mieux, il faut qu'on puisse avoir les arguments et les éléments. La SENCO partage avec Kadima, avec la CENI de manière générale, pour ne pas individualiser les débats, avec la CENI. Et si vous avez besoin des informations, il faut aller à la CENI. Non seulement la SENCO dénonce ce que fait la CENI, l'opposition aussi dénonce. On dénonce quoi? On dénonce que la CENI n'est pas représentative. Est-ce que la CENI n'est pas représentative à ce jour? Faux. La loi électorale fut votée au niveau de 2 chambres de notre Parlement. C'est la loi la mieux votée de toutes les lois, avec plus de 480 pour et quelques contre et quelques abstentions. Voter en vive tension, il faudra le dire. Hein. La tension existe toujours. La tension existe et c'est une tension créée. Lorsque nous avons voté cette loi, les 480 qui ont voté pour, ce ne sont pas les députés de la majorité. La majorité n'a pas 480 députés. La loi électorale, commençons par son origine, elle vient de qui? Cette proposition de loi. Elle vient de l'opposition. C'est Christophe Lutundula qui en est auteur depuis 2019. À ce moment-là, Christophe Lutundula est dans la Mouka, il est membre de l'ensemble. Donc c'est une loi qui nous est venue de l'opposition. Une loi venue de l'opposition que nous avions votée ensemble à plus de 480 voix pour. C'est-à-dire que et l'opposition et la majorité, tout le monde était d'accord. On a fait la répartition des responsabilités. Qui va amener le président, qui va amener les autres membres, on était d'accord. Si aujourd'hui, la SENCO et l'opposition sont contre certaines dispositions de la loi, que dit la loi? Quelle est la procédure à faire? C'est de proposer une autre. Venez avec votre loi, venez faire les amendements par rapport aux dispositions que vous estimez qui ne vous arrangent pas et on en décide. Vous ne pouvez pas imposer votre volonté par rapport à la loi. C'est la démocratie que nous tous nous avons cherchée. Est-ce qu'il y a eu un amendement venant de cette opposition qui a été rejeté sans raison valable? Ça, c'est un point que dénonce la CENI. Mais dites-nous, aujourd'hui, que pensez-vous de la mission prophétique de l'Église catholique? Oui, l'Église est en train de faire sa mission correctement. Les fidèles sont là, les dirigeants sont là. La parole est prêchée. On est en train de prêcher l'amour, la paix et autres. Mais parmi les membres de l'Église, vous devrez savoir que les dirigeants de l'Église ne sont pas de neutres. L'Église, elle, est neutre. Mais les dirigeants de l'Église, eux, ne sont pas neutres. Ils ne sont même pas obligés d'être neutres. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi une opinion. Lorsque nous allons partir aux élections, chacun votera pour son candidat. Chacun peut avoir à soutenir un parti politique pour des raisons même tribales, même que ce soit, c'est sa raison. Mais l'Église, elle, étant qu'institution de Dieu, elle reste neutre, elle prêche des valeurs. Mais les individus membres de l'Église ont leurs opinions, ont leurs candidats, ont leurs partis politiques. Pourtant, ce sont les mêmes membres sous le régime Kabila avec qui l'UDPS vous composiez aussi facilement pour dénoncer justement le régime Kabila. Aujourd'hui, les tendances sont renversées. Hein. Évidemment, j'encourage l'Église à dénoncer, mais à dénoncer dans la vérité, sans la dérive dangereuse. Chose qu'elle n'a pas fait sous le régime Kabila avec vous, vous pensez?
Je ne pense pas, dans le régime Kabila, l'Église ne roulait pas pour un candidat. Vous ne voyez pas l'Église derrière un candidat. Dénoncer le pouvoir en place comme elle le fait Oui, aujourd'hui. dénoncer jusqu'aujourd'hui. Je les encourage, même moi. Nous sommes de l'UDPS. Donc, dénoncer, ce n'est pas mauvais. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, nous sommes, même moi-même qui suis de l'UDPS, qui suis au pouvoir, je dénonce. Je ne connais pas un parti politique au Congo depuis que nous sommes indépendants. Je ne connais pas un seul parti qui dénonce, où les membres dénoncent les méfaits de son parti. Alors, une dernière question. Vous avez vu les fils Mukoko parler. Vous avez vu tout le monde parler, même contre la présidence. Oui. Ça, vous ne verrez nulle part. C'est-à-dire que nous, UDPS, nous avons intériorisé la démocratie. Si le chef d'État fait quelque chose qu'il ne voit pas, vous verrez un membre de l'UDPS prendre la parole et les dénoncer. Si un membre du gouvernement qui avait dénoncé... Peut-être pas la même ferveur, hein? Peut-être pas la même ferveur. Qui avait dénoncé Eteni. Qui dénonce jusqu'à ce jour le ministre des Finances parfois? Ce sont les membres de l'UDPS. John Kolele, une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique aujourd'hui n'est plus qu'une entité religieuse, mais également une entité politique? Est-ce que vous le pensez? Il est vrai que l'Église catholique, à travers sa doctrine sociale de l'Église, on lui accorde cette latitude-là de le faire. Une Église qui ne s'intéresse pas aux problèmes socio-économiques de ses fidèles, c'est une Église qui est appelée à disparaître. Mais il faut le faire dans la vérité, avec beaucoup d'amour, sans parti pris. C'est tout ce que nous demandons, la manière de le faire. Le faire, ce n'est pas mauvais, mais la manière de le faire, le mot que vous utilisez, le mensonge que vous mettez pour intoxiquer, c'est ce qui rend la situation compliquée et c'est ce que le chef de l'État a dénoncé. Chef de l'État n'a pas interdit à quelqu'un de dénoncer. Des menaces du chef de l'État à prendre au sérieux, vous pensez? Oui, c'est à prendre au sérieux. Les prélats ne sont pas des dieux, quoi qu'ils portent des soutanes. Ce sont des êtres humains, des Congolais qui sont régis par les mêmes lois que moi et vous. Lorsqu'un prélat, prêtre, évêque, cardinal tomberait dans l'effraction, il sera arrêté au même titre que nous tous. Très bien, nous allons prendre le deuxième dossier. La République démocratique du Congo a célébré ses 63 ans d'accession à sa souveraineté le vendredi dernier. Pourtant, une souveraineté, il faudrait le dire, marquée depuis lors par des tensions politiques, des crises sécuritaires à l'interne tout comme à l'externe, sans compter les crises économiques. Le pays, il faudrait le dire, peine depuis à consolider une cohésion nationale forte de 1960 à ce jour. Comment évaluer et juger d'ailleurs l'implication autant des administrateurs que des administrés dans le processus de maintien de la paix et de cohésion? 30 juin 2023, la République démocratique du Congo a totalisé 63 ans d'indépendance. La fête est entachée des qualificatifs teintés de tristesse. Rien ne marche, c'est la déroute. 60 ans de tumultude de l'ex-Zaïre, 60 ans d'indépendance du pays parmi les plus pauvres, où sévit la malnutrition dont celle aiguë chez les enfants. Le pays est passé parmi les plus urbanisés et éduqués aux plus instables pauvres du continent. Ce vendredi, le président de la République a appelé à la cohésion dans un contexte crucial. Cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale, elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Chez les 4 leaders de l'opposition, rien n'a changé après les échanges avec le président de la CENI. Ils ont exigé les préalables, les mêmes pour garantir, selon eux, les élections démocratiquement transparentes. Il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Les croyants se sont remis à la grâce divine à travers un culte d'action de grâce au stade de martyrs de la Pentecôte. Les grandes nations le sont par leur reconnaissance de leur histoire. Les grands peuples le sont par leur attachement à leur histoire. Et donc aujourd'hui, le 30 juin, le jour de l'indépendance, est un grand jour pour nous comme peuple congolais. Si les colons s'étaient appuyés sur la religion chrétienne pour dompter les citoyens, ce que Lumumba avait en son temps contesté au vu de la contradiction entre l'amour prêché à la catéchèse et les actes barbares commis sur les Congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Cette indépendance acquise l'était-elle au bon moment?
Les avis demeurent bien divergents, seulement la suite des événements au fil de temps semble faire pencher la balance sur cette approche. Dans ces cas, cette impréparation serait à la base du cycle des mégestions du pays. Lorsque l'on regarde l'état de la RDC, il n'y a pas de quoi se réjouir, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, c'est un échec complet. Le pays est mis entre les mains des Congolais depuis la succession des crises à tous les niveaux. Le 5 juillet 1960, une mutinerie éclate au sein des troupes congolaises de la force publique à encadrement belge. Le 11 juillet, le Katanga fait sécession entraîné par Moïse Tshombe avec l'appui des puissances coloniales et des États-Unis. Le 24 novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu, commandant de l'armée, renverse le président Joseph Kasavubu. Il n'y a pas de dictature ici. La population a accueilli avec beaucoup de joie la naissance du nouveau régime. En 1971, il rebaptise le pays République du Zaïre et prend le nom de Mobutu Sese Seko. En 1973, Mobutu instaure la zaïrinisation, une politique de préférence nationale consistant à chasser les opérateurs économiques étrangers et nommer à leur place des Zaïrois. Le président de l'AFDER, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila se proclame chef d'État après 8 mois d'une rébellion, partie de l'Est et soutenue notamment par le Rwanda qui chasse le maréchal Mobutu. Il rebaptise le pays République démocratique du Congo. Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila succède à son père assassiné. Il est élu président en 2006 lors de premières élections depuis l'indépendance, puis réélu en 2011 lors des élections marquées par des violences et fraudes décriées. Je verrai comme à la prunelle de mes yeux à l'intégrité du territoire national, à la souveraineté de notre pays, à la sécurité de tous. En 2015, la perspective d'un maintien au pouvoir de Kabila au-delà de son dernier mandat déclenche des violentes manifestations avec des dizaines de morts. On dit non à Kabila. Nous voulons la transition sans Kabila, que Kabila dégage. Malgré des manifestations qui réclament son départ, alors Joseph Kabila désigne son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari, qui affrontera une opposition divisée. Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur de la présidentielle de 2018. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. De Kasavubu à Félix Tshisekedi en passant par Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, les pays est en proie à une crise de plus en plus grave en matière d'humanitaire, des droits humains et de sécurité. Des rébellions aux conflits armés, l'appui extérieur a toujours alimenté le feu de la division dans un Congo au peuple hospitalier et uni même face au vide. Après 63 ans, les populations indépendantes ont droit au bonheur et non aux promesses. John Kolela, 63 ans après, comment est-ce que vous évaluez cette indépendance acquise? Est-ce que la RDC est réellement indépendante? Merci beaucoup, très cher Steve. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La RDC est indépendante depuis 1960. Je dirais que oui, c'est une indépendance, tout simplement une indépendance des drapeaux. Parce que sur beaucoup de plans, il y a trop de choses à faire pour être indépendant. Il est vrai que tous les pays du monde sont interdépendants, mais la dépendance de la RDC vis-à-vis d'autres est très grande, à tel point que, d'abord sur le plan politique, ici vous voyez même les gens faire recours à la communauté internationale, aux États-Unis. Tu as vu par exemple l'opposant Martin Fayoul faire la ronde de ce pays-là pour aller réclamer les sanctions ou bien un mot à placer qui sera comme un ordre à donner à la RDC. C'est de la diplomatie, un peu comme le chef de l'État l'a fait à l'entrée au pouvoir. C'est la diplomatie, oui, mais pas une diplomatie pour exiger les sanctions ou bien pour demander à ce que les États-Unis puissent parler pour qu'on puisse revoir, par exemple... En son temps, l'UDPS l'a fait, hein? En son temps, l'UDPS l'a fait. Bon, je crois que ce n'était pas pour exiger à ce qu'on prenne des dispositions ou bien de mesures contre la République. Mais néanmoins, on explique au monde entier quelle est notre situation et au monde entier d'en évaluer et de prendre les dispositions en termes de coopération ou de diplomatie vis-à-vis du pays. Mais aller avec tout un dossier pour dire que vous devrez obligatoirement sanctionner, vous devrez obliger ceci, moi je pense que là c'est aller trop loin. Il y a des choses que nous pouvons décider nous-mêmes ici, chez nous au pays. Je vous ai dit par exemple,
Dans ces démarches-là, vous vous dites que c'est la diplomatie, oui, mais lorsqu'on exige par exemple de revoir une cour constitutionnelle consensuelle, en d'autres termes, on demande la révision de la Constitution sans les dire. Vous voyez au moins? Comment on va réviser la cour constitutionnelle de manière consensuelle, c'est-à-dire empiéter les prérogatives du chef de l'État, de nommer ces gens-là, ou bien de les installer, pour bien dire les choses. Donc, l'opposition demande des choses dont il n'est pas possible de réaliser. Ils sont dans le schéma du chaos. Demander de revoir la loi électorale, il faut recommencer à zéro les procédures. Demander la recomposition de la CNI, ça va prendre autant de temps. Vous savez, nous les Congolais, c'est ce que nous faisons pour vous donner un poste. Encore que c'est l'opposition qui avait répondu en bosse ou par écrit, refusant d'envoyer ces gens. Donc il n'y a personne qui a refusé à l'opposition d'envoyer, c'est elle-même qui a refusé ses propres droits. Refuser les droits fait partie aussi de ses droits. C'est ça aussi la démocratie. Donc par rapport à l'indépendance, je dirais que le Congo a obtenu l'indépendance du drapeau. Mais l'indépendance politique, l'indépendance économique traîne encore jusqu'à ce jour parce que nous restons dépendants des autres pays, même de nos propres voisins ici directs d'Afrique. Regardez simplement lorsqu'il n'y a pas la farine qui entre à Lubumbashi, c'est les chaos qui s'installent déjà. Donc nous sommes dépendants sur beaucoup de points. Vous comprendrez que cette dépendance qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui a commencé parce que nous avons fait le premier faux pas depuis 1960. Lorsque les Belges sont partis, nous avons commis l'erreur d'ailleurs de les chasser dans la brutalité. Or, il fallait que lorsqu'il y a ces remplacements-là, que ça puisse se faire dans la douceur, dans la durée, de sorte que les choses soient remplacées de manière qu'il le fallait. Vous pensez que cette accession à l'indépendance était précipitée, comme le pensent certains? L'accession à l'indépendance n'était pas précipitée, mais la manière de le faire n'était pas bonne. Par exemple, on accède à l'indépendance le 30 juin, le jeudi 30 juin 1960, c'est bon. Faudrait-il qu'on chasse tout le blanc du jour au lendemain pour qu'ils partent tous? Et que les Congolais, qui en ce temps-là, il n'y avait même pas assez d'universitaires, il n'y avait pas assez de gens avec une grande expérience pour gérer la République, prennent toutes les choses en main immédiatement dans la brutalité. C'est cette brutalité-là que je suis en train de dénoncer. D'ailleurs, je vous rappellerai, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, vous savez que la première réunion de ministres du Conseil des ministres avec Lumumba, vous savez ce qui était à l'ordre du jour? C'était le partage des biens de Blancs, leur maison. Vous voyez au moins? C'est par là qu'on a commencé. Et de là a commencé déjà le mécontentement, la crise de légitimité. C'est ce qui est à la base de toutes les crises politiques que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, les crises de légitimité. C'est-à-dire la personne qui accède au pouvoir, les autres n'acceptent toujours pas. C'est-à-dire de manière que je peux dire, ils peuvent avoir raison, ou bien de manière à ne pas avoir raison, mais quand même, il y a toujours un groupe qui suscite la colère même de la population, pour mettre à mal la légitimité de ceux-là qui gouvernent. Et ceux qui sont au pouvoir aussi écrasent ceux qui dénoncent? Évidemment, c'est arrivé parfois avec raison, parfois avec tort aussi de ces côtés-là. Comme l'actuel pouvoir, vous pensez? L'actuel pouvoir, je ne vois pas quand est-ce qu'on a écrasé. Nous sommes dans un jeu la marche réprimée de l'opposition, par exemple? Attendez. Il y a deux choses à retenir. Il y a une marche, comprenez? Une marche dans laquelle vous convenez avec l'autorité, l'itinéraire, vous êtes sur votre itinéraire, on vient vous en empêcher. Là, ça sera non-respect des droits de l'homme. Mais une marche où vous convenez l'itinéraire, mais vous refusez de respecter l'itinéraire, vous allez ailleurs. Si on vient vous brutaliser, c'est la légitime défense. C'est remettre l'ordre. Dans un contexte de démocratie reprimée. Dans un contexte de démocratie, on ne dit pas que dans le contexte de la démocratie, l'infraction devient une permission. La rébellion devient une autorisation. Non. Nous sommes dans une démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le respect de la loi. Même quand on dit que c'est le pouvoir du peuple de parler, oui, c'est une autre définition. Mais la démocratie, en un seul mot, c'est le respect de la loi. Tout comme la marche, un droit? Oui, la marche, on vous dit que la marche, on vous donne l'itinéraire. Moi, je stigmatise le fait que vous n'êtes pas dans l'itinéraire convenu, vous allez ailleurs. L'itinéraire dont on a donné à l'opposition n'était pas un itinéraire décidé par l'autorité. L'opposition à elle-même a donné deux itinéraires et sur les deux, l'autorité a choisi un qui a été proposé par l'opposition. Si l'opposition était sur l'itinéraire décidé et qu'on partait la brutaliser, on dirait que l'autorité a tort. Alors, une dernière question. Aujourd'hui, la CENI, Martin Fayulu, les membres de l'opposition ont échangé avec la CENI. Est-ce que ça augure peut-être une certaine entente, même si, il faudra le dire, cette opposition reste sur le qui-vive? La volonté serait celle-là. Mais déjà, avant qu'ils ne partent, il y a eu des gens de l'opposition qui ont parlé pour donner déjà la position, avant même d'écouter l'issue de cette rencontre. Vous voyez que nous sommes devant une situation de mauvaise foi. Mais nous, UDPS,
on ne va pas trembler devant cette situation parce que nous aussi, en 2011, on n'avait pas participé aux élections. Je vous ai dit tantôt ici ce que réclame l'opposition. On réclame quoi? On réclame la révision de la loi électorale. Pensez-vous que cela est possible à ce jour où on a déjà commencé à déposer les candidatures? Pas seulement ça, un processus également démocratique. Le processus démocratique. Non entaché de fraude. Non, le fraude, qui voit le fraude aujourd'hui? L'opposition, les Comment elle justifie cela? Quels sont les signes, par exemple? Bon, l'opposition n'est ni prophète ni magicien. Elle dit qu'il se profile à l'horizon une tricherie. Et c'est quoi les raisons pour lesquelles elle voit la tricherie? C'est là où je dis que, la loi électorale. Là où je pose la question à cette opposition-là, quel était l'amendement à une des propositions qui les énerve dans la loi électorale que le pouvoir a refusé d'accéder? Ils n'ont pas amendé, ils n'ont pas proposé, mais ils disent que la loi est mauvaise. Qu'est-ce que vous reprochez à la loi à ce jour? Faites l'amendement, introduisez au niveau de l'Assemblée, on va corriger. Mais ils n'ont rien fait de cela. Parce que c'est ça la démarche. On ne va pas faire amender la loi dans les conciliabules. Ça, c'est un. Deux, ils disent que oui, ils disent que la CENI n'est pas représentative. On leur avait écrit une lettre par Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, pour qu'il envoie le leur. Ils ont répondu par écrit que nous refusons cette offre. L'opposition ne signifie pas FCC ou bien PPRD. L'opposition ne signifie pas SID de Fayoulou. Il y a plusieurs oppositions. Si vous refusez et que les autres opposants accèdent à cela, ils ont le même droit que vous. Il n'est pas dit que c'est Fayoulou qui va signer la lettre d'envoi des gens à la CENI. C'est tout Congolais qui est dans l'opposition en a le droit, c'est ce que dit la loi. Très bien. John Kolola, s'il vous plaît, on va prendre le troisième dossier. Que deviennent les nouveaux diplômés une fois le diplôme en poche? Sont-ils orientés vers des filières appropriées au regard de leurs compétences? La plupart des nouveaux diplômés s'orientent vers des filières universitaires. Très peu d'ailleurs pensent aller d'ailleurs vers les écoles de métiers, mais aussi pour cette année, il faudra dire, le secteur de l'éducation nationale en République démocratique du Congo a été marqué une fois de plus par des enseignements qui ont été donnés dans les zones en conflit, dans la partie est de la RDC. C'est le troisième dossier. Les dés sont jetés pour ces finalistes du cycle des humanités. Après le dernier round, l'attention sera désormais focalisée sur la publication des résultats de l'examen d'État. Ils pourront alors passer des finalistes aux détenteurs de diplômes d'État qui sanctionnent les études secondaires et humanitaires. Après le 4e jour des épreuves, la seule idée d'avoir passé l'exéta enivre les élèves, même si rien n'est définitivement fini. C'est l'euphorie de la finale. Tout ce qu'on avait fait, c'était parfait, vu qu'on était préparés. Ouais, le programme de cette année était favorable, vu qu'on nous a appris. Je sais que je suis capable de me défendre à l'université avec ce qu'on m'a appris à l'école et tout ce que j'ai pu accumuler pendant ces programmes scolaires. J'ai beaucoup apprécié, parce que c'est une étape de la vie qu'on passe, la première étape la plus importante, je pense. Et je suis heureux d'avoir passé ces examens. D'année en année, l'accalmie s'installe dans le chef des finalistes. Il y a encore peu, le dernier jour de l'exéta était émaillé de désordre, actes inciviques, voire de meurtres du fait de l'amusement des concernés. Il a fallu que l'autorité dicte la ligne de conduite pour gérer la situation, même si certaines brebis galeuses se démarquent de façon isolée par la récidive. Malgré la perturbation des activités scolaires dans les zones occupées par les terroristes 21-23, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec les services provinciaux des l'UPST, a mis tout en œuvre pour encadrer et intégrer les apprenants à tous les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de leur permettre de poursuivre et terminer l'année scolaire. Autre avancée, c'est l'effort pour raccourcir le temps de la publication des résultats. Dans les semaines qui suivent, les finalistes sont fixés sur leur sort. Un record qui bat son propre record avec la vitesse de la technologie. Chaque année, le nombre des participants s'accroît à travers le territoire. Les filles comme garçons, tous entrent en danse. J'exprime toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a confié ce ministère stratégique et m'a chargé de traduire en actes la grande vision qu'il a pour le Congo à travers la formation de nos enfants. Autre paire de manches, les filières héritées de la colonisation sont inadéquates avec le besoin de terrain. Hormis les diplômés des sciences techniques qui se débrouillent, les autres n'ont qu'un choix,
L'université, laquelle et pour quelle option concrètement? Il faut que je puisse continuer mes études, d'où je parle de l'université. Et c'est après mes études universitaires que je pourrais apporter quelque chose. Parce qu'en étant D6, avec la société qui est assez compliquée, avec les engagements, je ne pense pas que je serai encore prête d'apporter quelque chose. Le niveau des diplômés de la RDC est contrebalancé par des tests à l'extérieur qui souvent démontrent des gaps importants et obligent les diplômés à être admis dans des classes inférieures à leur papier. Ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des deux branches essentielles de son option et réalisé 50% du total des points à l'examen d'État et de l'école. Ceux qui le peuvent envoient leur progéniture étudier ailleurs. Les rares écoles, surtout conventionnées, qui faisaient la fierté nationale, tombent aussi dans des considérations pécuniaires. La gratuité de l'enseignement ayant été mal digérée, les écoliers dénoncent la négligence dont ils font l'objet de la part des enseignants démotivés. Moi, je vous demande de regarder seulement d'où nous venons, regardez les pas que nous avons franchis en une année. Et lorsque nous disons, avant la gratuité de 1960 à 2018, combien de présidents se sont succédés? Nous n'avions que 168 728. Mais il a fallu une année seulement pour qu'un seul d'entre eux nous donne le double de ce que les autres avaient accordé pendant plus de 60 ans. On est passé de 16 millions à 17 941 415 élèves l'année qui vient de s'achever. Donc quand vous prenez les 2 années de la gratuité, on est à près de environ 4 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. Pourtant, l'incertitude plane sur la suite jusqu'à avoir le diplôme d'État. L'idée de sanctionner officiellement les cycles des cours à caractère professionnel a sorti beaucoup de jeunes gens de l'anonymat. La suite demeure la même, pas d'emploi, sinon l'auto-emploi qui bat de l'aile. En 2023, 1 8253 élèves répartis dans 9 273 centres, dont 17 implantés en dehors des frontières, attendent leurs résultats de l'exETA. Farine de foufou ou poudre blanche sont dans les tiroirs et attendent d'être appliquées en cas de réussite. Elles devraient être abondantes, surtout en cette année électorale. Après 63 ans d'indépendance, la RDC attend toujours des réformes de son système d'éducation. John Kolela, très peu de Congolais pensent, après le diplôme d'État, à se ranger vers des filières des écoles de métier. Tout le monde pense qu'il faudrait aller à l'université. Est-ce que vous pensez que cela vous sont pesant d'or? Non, je ne crois pas. Nous sommes victimes de manque d'une politique de formation parce que l'État ne s'implique pas comme il faut en ce qui concerne l'orientation de nos enfants ou de nos jeunes gens qui terminent les études vers les sections, en commençant par les sections, aussi vers à l'université. Vous savez très bien que les piliers, les pivots moteurs de développement, en principe, dans tous les pays qui se veulent développer, c'est d'abord les métiers. Or, au Congo, tout le monde cherche à aller à l'université, alors que les écoles de métier sont presque vides et on pense que là-bas, c'est juste pour aller passer son temps inutilement, contre quelque chose. Non. Le métier, on peut te donner même à manger, mais pour manger, tu dois avoir une table et une chaise pour t'asseoir. Hein? Donc, il faut qu'il y ait cela. Si tu es fatigué, tu as besoin de lit, tu as sommeil, tu dois dormir. Il faut qu'il y ait les gens de métier qui doivent travailler. Pour qu'on construise les maisons, on a besoin de portes et de tout cela. Donc, c'est les métiers qui est les pivots moteurs pour le développement de la République. Mais malheureusement, jusqu'à ces jours, beaucoup de gens vont à l'université sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher là-bas, sans connaître leurs propres capacités par rapport à telle matière. Vous voyez quelqu'un qui peut aller faire la médecine alors qu'il n'est pas fort, n'a pas la compétence ou les qualités par rapport aux matières qui sont données dans cela. C'est juste pour des raisons les voisins avaient fait, les grands frères avaient fait aussi cela. Moi aussi, je dois faire Comment ceci. on peut retourner alors la situation finalement? Pour retourner la situation, le secteur de l'enseignement doit prendre les choses au sérieux, c'est-à-dire d'abord fixer, par exemple, un pourcentage qui peut obliger quelqu'un ou qui peut permettre à quelqu'un d'aller à l'université. En deçà de ces pourcentages-là, on peut l'orienter vers autre chose. Ça, c'est de 1. De 2, qu'on ne laisse pas seulement l'élève lui-même choisir la faculté. On peut canaliser ça en organisant, par exemple, les tests d'orientation. À partir de ces tests-là, on peut voir dans quel domaine, dans quelle matière tel élève est fort et par rapport à ses capacités, on peut l'orienter dans telle filière de la vie. Donc, je pense que c'est le manque d'accompagnement du pouvoir, du gouvernement, de nos élèves qui terminent, qui fait assez que nous pouvons avoir beaucoup de diplômés. Le diplôme, ce n'est pas avoir les papiers cartons.
Le diplôme, c'est la matière qui reste dans ta tête après avoir terminé les études. C'est ça le véritable Est-ce que c'est pas aussi un problème, avant de terminer, est-ce que c'est pas aussi un problème d'émulation lorsque, par exemple, on regarde des cordonniers aujourd'hui, on fait tout de suite allusion à ceux qui sillonnent les rues. Est-ce que c'est pas aussi un problème de modèle aujourd'hui préétabli que la société présente par rapport à certains métiers qui découragent les élèves, hein? Vous avez pleinement raison, mais tout ça, c'est parce que même après avoir orienté les élèves, il faut aussi qu'il y ait un soutien. Il faut, dans le cadre de la lutte contre, il faut un accompagnement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Il faut que lorsque ces gens-là terminent les études, lorsqu'ils commencent avec le moyen dérisoire et qu'ils sont méprisés par la société, il n'y a pas moyen qu'ils évoluent. Ils sont un peu bloqués quelque part là. Mais s'il y avait par exemple une banque commerciale qui donnait le moyen à ces gens-là, une banque nationale, commerciale nationale qui donnait le moyen à ces gens-là pour le booster, il y aurait des grandes industries. Les souliers que nous portons sont faits par les cordonniers aussi, d'autre part, parce que l'État les a accompagnés, les a donné le moyen pour qu'ils puissent évoluer dans la vie. Donc ici, en amont comme en aval, l'État a abandonné ses responsabilités. Il suffit seulement que l'enfant, d'ailleurs, que même pour payer sa scolarité, c'est les parents qui payent de tous ces temps. Donc c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, le fait d'abandonner cette responsabilité-là, d'accompagner les citoyens de la République, est en train de détruire la République et même les générations à venir ne peuvent pas trouver un tissu qui leur permettra de vivre. Voilà pourquoi nous sommes faibles, non seulement en interne, mais vis-à-vis d'autres pays, parce que nous sommes environ 5 millions de Congolais. Là où nous avons des terres, on peut planter des choses. Nous avons des gens qui ont des connaissances, mais on ne produit pas localement. Tout ce que nous produisons localement, ce sont des minéraux. À peine. Et tout ce que nous consommons, tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Comment on va évoluer alors que nous avons tout? Le Congo, c'est un pays où vous pouvez tout planter et ça va pousser. Le Congo, à lui seul, c'est déjà un grand marché. Si vous avez 100 millions de Congolais, c'est-à-dire qu'il y a 100 millions de bouches à nourrir. Donc, tout ce que vous pouvez faire, vous allez trouver quelqu'un pour acheter. Très bien. Mais malheureusement, nous ne profitons pas de cette croissance démographique. Nous ne profitons pas de nos minéraux, nous ne profitons pas de la richesse de nos sols et de nos sous-sols. Nous ne faisons rien. Nous produisons les minéraux que nous vendons à bas prix et nous importons même la tomate, la mangue, la cure-dent, l'épingle. Tout vient de l'extérieur. Comment on va évoluer? John Kolela, cadre au sein de l'UDPS, le parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Steve, c'est moi qui vous remercie. En même temps, je profite pour remercier toute l'équipe qui vous a accompagné dans l'ombre. Je vous dis sincèrement merci. Merci. C'était donc l'invité de ce magazine du dimanche. Je vous retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir.